ce sujet, normalement, ne dépend pas de la ville. Mais toutefois, on est très regardant, parce que monsieur le sénateur nous demande chaque année si on est sûr d'avoir le nombre d'enseignants face au nombre d'élèves. Et la réponse est oui. On a créé 2 nouvelles classes à Joliot-Curie, puisqu'on fait aussi attention à ce qu'on appelle la prospective scolaire, l'évolution de nos effectifs à plus long terme. La ville a cette année une nouvelle classe de toute petite section. On en avait qu'une jusque maintenant, à Chevalier-de-Saint-Georges. Et maintenant, on en a une deuxième. En tout cas, on investit beaucoup en mobilier, plus de 500 000 €, puisqu'on est rentré dans un cadre d'un plan de mobilier. L'idée, c'est qu'à terme, on change l'intégralité de nos mobiliers de classe. C'est vraiment une ville très accueillante. On trouve quand même un esprit, quand même village. On est gâtés. Un endroit où il fait bon d'être. Dit Thierry, le podcast. Toute l'actu du Blanc-Mesnil. Bonjour et bienvenue sur le podcast Dit Thierry, le podcast de la ville du Blanc-Mesnil. Vous retrouvez dans ce podcast tout ce qui fait la richesse du Blanc-Mesnil dans différents domaines, de la culture à la santé en passant par la sécurité ou encore l'éducation. L'objectif de ce podcast, c'est de répondre aux questions des habitants. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur toutes les plateformes de streaming ou bien le retrouver sur le site de la ville, www.blancmesnil.fr. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Michael Grébert, directeur éducation à la mairie du Blanc-Mesnil. Bonjour Monsieur Grébert. Bonjour. Alors au menu de cette émission, un sujet qui intéresse tout particulièrement les familles, c'est l'éducation. Ma première question, Monsieur Grébert, comment s'est déroulée la rentrée 2025 dans les écoles de la ville ? Écoutez, plutôt bien. De manière générale, elle se passe plutôt bien maintenant depuis quelques années, puisqu'il y a un gros travail qui est entrepris durant l'été pour faire en sorte que cette rentrée se déroule bien. On a accueilli un peu moins de 8000 élèves cette année sur la ville du Blanc-Mesnil, répartis sur nos 34 écoles. C'est un gros travail qui a lieu durant tout l'été, mené en parallèle par le centre technique municipal, puisqu'il faut souvent préparer nos classes, le service entretien, puisqu'il faut tout nettoyer. Et puis derrière, il y a aussi tout ce qu'on met en place sur les équipements, notamment éducatifs, passer les commandes pour que tout soit prêt au 1er septembre. Et comme chaque année, et particulièrement cette année, on était plutôt contents, parce qu'une semaine avant, on avait fini. Donc le 25 août, on avait pris l'engagement de livrer l'ensemble des classes et des écoles aux équipes enseignantes, parce que souvent elles veulent reprendre un petit peu plus tôt pour préparer les classes. On leur avait dit, laissez-nous un petit peu. Le 25 août, on leur a libéré les classes et ils ont pu prendre possession. Donc une rentrée plutôt agréable. Voilà. Donc voilà, pour accueillir les enfants blanc-mesnillois dans les meilleures conditions, est-ce qu'il y a suffisamment d'enseignants dans chaque école pour assurer une rentrée sereine ? Alors, ce sujet, normalement, ne dépend pas de la ville. Mais toutefois, on est très regardant, parce que monsieur le sénateur nous demande chaque année si on est sûr d'avoir le nombre d'enseignants face au nombre d'élèves. Et la réponse est oui, cette année. Madame l'inspectrice de l'éducation nationale nous avait garanti que l'ensemble des classes seraient couvertes par un enseignant. Et c'est ce qui a été fait dès le lundi 1er septembre. Donc aujourd'hui, toutes nos classes aujourd'hui au Blanc-Mesnil ont un enseignant. Donc un enseignant, une classe. Et parce que on sait que dans le département de Seine-Saint-Denis, quelquefois, il a des difficultés de recrutement d'enseignants. Et donc là, on peut assurer à toutes les familles qu'il y a bien un professeur devant chaque élève blanc-mesnillois. Tout à fait. Et on pourrait aussi regarder cela d'une autre lumière, en fait, parce que la ville du Blanc-Mesnil reste attractive, puisqu'on a connu 6 départs de directeurs sur nos écoles publiques, mais parmi eux, il y en avait 3 qui déjà exerçaient sur la ville. Donc, en fait, ils ont simplement changé d'affectation et on a accueilli que 3 nouveaux directeurs. Et parmi ces 3, il y a 2 anciens enseignants qui sont montés aujourd'hui directeurs. Donc, c'est qu'on ne doit pas être si mal que ça au Blanc-Mesnil, je pense. Et oui, vous nous disiez donc accueillir l'équipe pédagogique, mais aussi les enfants blanc-mesnillois dans des meilleures conditions. Et cet été, il y a eu des travaux dans de nombreux établissements, notamment à la maternelle France Bloch Serrazin. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur les travaux qui ont eu lieu tout cet été pour remettre un peu à neuf certains établissements scolaires ? Alors, il y en a eu beaucoup, mais on peut faire la lumière, effectivement, sur France Bloch Serrazin. Ça a été un chantier titanesque. On ne nous a pas trop cru. Quand on a annoncé lors du conseil d'école de France Bloch Serrazin, je crois, au courant février-mars, lors du 2e conseil d'école, que l'école allait être complètement réhabilitée. Donc, c'était un chantier... je ne vais pas dire titanesque, mais pas loin quand même, parce qu'il fallait réhabiliter 8 classes dans une école qui fonctionnait. Quand on compare, par exemple, avec des nouvelles écoles, elles ne fonctionnent pas. Donc, en fait, c'est plus simple pour travailler. Pour les centres techniques municipaux, là, on a dû attendre la fin d'année scolaire
Ce qui s'est passé, c'est que le samedi 5 juillet, pendant que les enfants commençaient leurs vacances scolaires, une équipe est intervenue pour tout enlever, mobilier, ce qu'on appelle mettre à nu les murs, et pour pouvoir intervenir durant l'été. Et on avait pris l'engagement que le 25 août, l'école serait livrée. L'école a été livrée le 25 août, donc entièrement réhabilitée, une cour végétalisée, il y a même 2 cours sur cette école, puisque c'était un projet qui tenait aussi à cœur au directeur d'école, et ça s'inscrivait dans le plan de végétalisation de la ville. Et pour les autres établissements aussi, il y a eu des remises à neuf aussi, pas que pour France Bloc Cérazin. Non, pas du tout. Oui, on a créé 2 nouvelles classes à Joliot-Curie, puisque on fait aussi attention à ce qu'on appelle la prospective scolaire, l'évolution de nos effectifs à plus long terme. Donc, on a anticipé d'ores et déjà la création de 2 nouvelles classes sur Joliot-Curie, et je pense que Monsieur le Sénateur l'annoncera, mais ça continuera. On a créé aussi une nouvelle classe en juin. Là, ça a été un peu sportif, puisque l'Éducation nationale nous avait appris courant juin qu'il fallait ouvrir une nouvelle classe à Jules Ferry. C'est ce qui a été fait. Les meubles ont été livrés au 1er septembre. Et puis après, d'autres travaux qui ont eu lieu, notamment sur l'école maternelle Jacques Decour, puisque la ville a cette année une nouvelle classe de toute petite section. On en avait qu'une jusque maintenant à Chevalier de Saint-Georges, et maintenant on en a une deuxième. Ça a été un travail aussi assez long, puisque c'est pas la ville qui décide, c'est la directrice académique qui choisit le nombre d'ouvertures de classes de toute petite section, qui répondait aussi à un besoin des familles. Et Monsieur le Sénateur, on l'avait alerté, a rencontré la directrice académique courant janvier, lorsque on commence à préparer l'année scolaire suivante. Et il avait obtenu la création d'une nouvelle classe de toute petite section dans le sud, parce qu'on en avait une dans le nord. Donc ça fait partie aussi des travaux, parce que créer une nouvelle classe, c'est pas rien, surtout pour un public dit spécifique, des tout petits. C'est pas le même matériel que pour les enfants d'âge maternel qui fréquentent nos écoles, et puis c'est pas non plus le même mobilier. Donc, Et la ville investit énormément. Est-ce que vous avez le chiffre pour l'éducation des enfants blanc-ménillois en général? Oui, alors les chiffres sont toujours un peu vertigineux. En tout cas, on investit beaucoup en mobilier, plus de 500 000 €, puisqu'on est rentré dans un cadre d'un plan de mobilier. L'idée, c'est qu'à terme, on change l'intégralité de nos mobiliers de classe. Pourquoi? Puisque les pratiques pédagogiques évoluent. Et les meubles de nos écoles sont parfois assez vieillissants. Ça datait parfois de 20-30 ans. Si on prend l'exemple, par exemple, de France Bloc Cérazin, ça datait de la création de cette école. Et donc, même si, entre-temps, on injecte souvent des nouveaux mobiliers, il est nécessaire aussi de s'adapter aujourd'hui à la pratique pédagogique des enseignants. Donc, il y a un groupe de travail qui a été mené avec l'inspectrice, sous couvert d'autorité territoriale, pour imaginer la classe de demain. Donc, on est en train de déployer des nouveaux mobiliers sur nos écoles. Ça, c'est 500 000 € d'investissement chaque année. C'est aussi 80 000 € d'investissement aussi pour le matériel pédagogique. Au-delà de la dotation que nous donnons aux élèves annuelle, il y a des demandes des directeurs d'école pour avoir des nouveaux vélos, des nouveaux trampolines. Ça, c'est étudié lors d'une commission. Et jusque maintenant, alors jusqu'il y a encore 2 ans, il y avait une dotation qui était donnée aux écoles. Ce qui était pas forcément, ça ne répondait pas, toujours aux besoins des écoles, puisque ils avaient une somme et ils essayaient de la dépenser. Sauf que lorsqu'on avait alerté l'autorité territoriale, on s'était dit que des fois il faut changer 15 vélos. Et ça dépassait l'enveloppe budgétaire. Donc on a travaillé avec l'inspectrice et on a dit on va se voir dans une commission, tout le monde va nous faire la demande. Et on étudie en fonction de l'enveloppe. Et on a augmenté nos crédits sur le matériel pédagogique. Et on est monté maintenant à 80 000 €. Alors, il y a des directeurs d'école, des fois, qui nous jouent une lettre au Père Noël, longue. La première année, ça a fonctionné. Il faut espérer, ils ont raison. La première année, ça a fonctionné parce que tout le monde n'avait pas compris un peu le principe. Donc, ça a fonctionné. Et puis, cette année, on a dû faire des choix, mais 95% des demandes ont obtenu satisfaction. Vous m'avez donné une transition pour l'évolution du matériel pédagogique. Je voudrais aussi vous parler de la transition numérique dans les écoles du Blanc-Ménil. Ça rentre un peu dans la même contexte. Qu'est-ce qui est fait pour limiter la fracture numérique? Et surtout, qu'est-ce qui est fait aussi pour apporter aux enfants Blanc-Ménillois, mais aussi aux équipes pédagogiques, le meilleur pour mieux appréhender tout ce qui est numérique, etc. Alors, il y a plusieurs points sur ce sujet. Le premier qui date c'est l'apparition des écrans numériques interactifs, les ENI dans les classes, qui aujourd'hui, l'ensemble de nos classes de CM2 sont équipées.
On est en train de descendre petit à petit le niveau vers les CM1, puisque en fait on a une évolution démographique et parfois on a des baisses de niveau, ce qui fait qu'on ne va pas enlever les ENI lorsqu'ils sont installés. Donc ça glisse tout doucement vers les CM1, on laissera l'autorité territoriale arbitrer là-dessus. Donc l'idée c'est que nos classes, en tout cas de cycle 3, puissent être équipées d'un ENI. On a eu un échange quand même avec la directrice académique, enfin, monsieur le sénateur a eu un échange, il lui avait posé la question pour descendre encore le niveau de classe, et elle s'était montrée plutôt opposée en disant qu'elle était plutôt favorable sur les CM1, CM2. Ça, c'est un premier des éléments. Le deuxième élément, c'est l'échange avec les familles. Aujourd'hui, les familles, souvent de collège, ont pu le voir depuis quelques années, ils ont des plateformes, ce qu'on appelle des ENT, des espaces numériques de travail, qui permettent d'être un lien entre l'école et la famille, et souvent l'enseignant. La ville avait été pionnière il y a 3 ans de ça en développant un ENT sur l'ensemble de la ville, et l'éducation nationale, notre idée ne devait pas être si mauvaise que ça, puisqu'elle l'a repris. Aujourd'hui, c'est généralisé. Donc, ils ont repris la gestion de l'ENT. Alors, les villes continuent à financer celui-ci, mais l'ensemble de l'ENT est Ça consiste en quoi exactement pour quelqu'un qui ne sait pas ? C'est une plateforme d'échange. Alors, vous expliquez clairement, c'est une plateforme d'échange entre l'enseignant et l'élève. Ça permet aussi de mettre les devoirs sur cet espace numérique de travail. Ça permet aussi des plateformes collaboratives, par exemple d'échanger des fichiers. Et ça permet aussi d'échanger des photos de classe, de la vie de classe. Je ne sais pas si vous avez connu ça quand on était élève. Il y avait des blogs. Oui, les blogs, oui, voilà, j'ai connu. on a connu les blogs. Donc aujourd'hui, ça s'appelle des ENT. C'est très sécurisé. Parce que ce qui importe, c'est de sécuriser les informations qu'on y met dessus. Donc de passer par une plateforme professionnelle, c'était de manière de sécuriser tout ça. Voilà. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est l'arrivée du codage. Alors, certains d'entre vous diront que le codage s'est dépassé avec l'arrivée de l'IA. Donc, et c'est un début. Ben oui, mais en tout cas, on l'a pris en compte. Oui. Parce que le codage, c'est quand même la base, même de l'intelligence artificielle, c'est la base. Donc aujourd'hui, on a mis en place, à titre expérimental, il y a 2 ans, sur 5 écoles de la ville, le développement du codage. On a généralisé à plus gros spectre l'année dernière sur 17 écoles. Et on va renouveler cette expérience cette année sur 17 classes également. Et on a demandé aux prestataires d'intégrer l'IA, puisque ça fait partie aujourd'hui de notre vie professionnelle, personnelle. Je pense que les enfants qu'on va former aujourd'hui vont être meilleurs que nous demain. Mais c'est sûr, on doit apprendre à vivre avec Donc l'IA. aujourd'hui, on est en train d'intégrer l'IA dans les ateliers de codage qui vont être mis en place. Aujourd'hui 17, et on n'exclut pas d'évoluer encore plus sur un plus grand nombre de classes dans les prochaines années. Et vous le savez, la ville du Blanc-Ménil, ça fait très longtemps, on a fêté la 10e édition l'année dernière des échecs. Et pareil, on nous dit mais quand est-ce que l'IA... On peut jouer aux échecs avec l'IA, oui, c'est vrai. Néanmoins, il faut apprendre les bases des échecs. Et on a demandé également cette année, monsieur le sénateur, on était d'ailleurs friand de voir apparaître cette évolution dans les ateliers d'échecs. Donc on va faire intégrer l'IA aujourd'hui, à titre expérimental, parce que ce qui nous a toujours animé, c'est de travailler en partenariat avec l'éducation nationale. Donc on va essayer 3 classes qui vont intégrer l'IA aussi dans les échecs. Et on va voir comment d'avoir les retours d'expérience. Comment ça se passe, quoi. Et puis, une fois le retour d'expérience, on essaiera de généraliser, à la condition, bien sûr, qu'on ait un retour favorable. Donc, voilà ce que l'arrivée du numérique aujourd'hui, qui n'est pas des moindres. Et pour les enseignants, on a mis en place maintenant, il y a 2 ans, l'arrivée du Wi-Fi dans les écoles élémentaires. Parce que, alors, dans les salles des maîtres uniquement, parce qu'on ne peut pas mettre le Wi-Fi dans les classes. C'est la loi Abeille, oui, qui légifère tout ça. On est en train d'étudier aujourd'hui l'arrivée du Wi-Fi, peut-être sur les maternelles, tout en respectant le cadre de la loi Abeille. Donc, comme c'est très restrictif, ça n'a pas pu se déployer massivement sur les écoles maternelles, parce qu'aujourd'hui, il faut d'abord regarder ce que dit la loi, ce qu'on a le droit de faire, et quels sont les moyens aujourd'hui dont nous avons à disposition pour pouvoir le déployer. Très bien. On va faire un petit mot sur l'importance des sorties scolaires. Vous m'avez donné une transition avec les jeux d'échecs, même si ce n'est pas vraiment une sortie scolaire, mais une activité. Qu'est-ce qui est proposé aux élèves en termes de sorties scolaires au Blanc-Ménil ? Alors, la ville propose un certain nombre d'ateliers, de possibilités d'ateliers éducatifs. Je vous en ai parlé, les ateliers d'échecs, les ateliers de codage. Ça, c'est tout de suite, ça concerne et c'est piloté par la ville. Et les sorties scolaires en tant que telles, parce que les parents disent « oui, mais moi, mon enfant va sortir ». La ville n'a pas de regard sur la sortie. Elle a une obligation de moyens. Donc aujourd'hui, ce qu'on met, c'est 200 cars chaque année. Ça représente un budget pas très loin de 140 000 € quand même, puisque la ville a encore la jouissance de la régie transport. Donc on met en disposition des cars pour les écoles. L'objectif, c'est de garantir une sortie par élève et par an.
Ça, c'est l'objectif qu'on respecte. Et puis, après, il y a des demandes supplémentaires. Donc, les directeurs d'école font une demande qui sont laissées à l'appréciation de l'autorité territoriale. L'idée, dans la mesure du possible, c'est toujours d'y répondre favorablement. Ça, c'est le moyen qu'on donne pour les sorties scolaires. Et après, il y en a d'autres qu'on peut faire, notamment les sorties au Sénat. Sur cette ville, on a la chance d'avoir un sénateur qui, en plus... aime recevoir, donc ça rentre dans les ateliers d'instruction civique. Donc les enseignants peuvent faire directement des demandes pour aller visiter le Sénat. Il y a une ferme pédagogique. La ville s'est dotée d'une ferme pédagogique depuis l'année dernière. Pourquoi la création de cette ferme ? C'est parce qu'en fait, dans les sorties, on regarde quand même où vont nos écoliers. Ils vont souvent à la ferme. Donc, on s'est dit, on paye un quart parfois pour aller à Saint-Denis. On va créer une ferme parce que la ville est aussi amie des animaux. Donc, l'idée, c'était d'avoir notre propre ferme ici au Blanc-Ménil et de pouvoir offrir aussi à nos écoles directement sur place, sans se déplacer, en tout cas proximité immédiate, une nouvelle ferme pédagogique. Il y en a d'autres certainement que j'oublie. Il y a le Noël des maternelles, il y a plein d'actions. Et puis il y a des titres de transport aussi qui sont donnés gratuitement pour les élèves qui sont un peu plus grands pour se rendre sur Paris, vu les difficultés. Il y a ça aussi. Donc, Alors moi, je dis que c'est jamais gratuit. Ah, c'est jamais gratuit, d'accord. Alors, c'est pour moi. C'est gratuit pour les familles. Les familles ne payent pas, mais c'est un coût pour la ville. Oui, c'est vrai. Qui se rajoute au-delà des quarts. Parce que souvent, on nous dit, c'est gratuit. La ville les paye, les titres de transport. On n'a pas de passe-droit avec la région Île-de-France. C'est bien de le rappeler, c'est vrai. On les paye. Donc, effectivement, toute sortie aujourd'hui à Paris, pourquoi aujourd'hui on a mis cette règle ? Lorsqu'on regarde les déplacements dans Paris intramuros, aujourd'hui, il y a un certain nombre de restrictions pour les cars dans Paris-Centre, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de portes parisiennes qui ont été définies comme des points de dépose pour les groupes. Et après, ils prenaient les transports scolaires. Ici, au Blanc-Ménil, on a quand même la chance d'avoir une ligne de RER directe qui amène dans Paris intramuros. Et au Sénat aussi. Et au Sénat, Luxembourg, oui. Donc, l'idée, c'était de se dire que les élèves de cycle 3, notamment, donc les plus grands CM1, CM2, lorsqu'ils se déplacent à Paris, au lieu de prendre un transport qui va mettre beaucoup de temps, qui va être aussi très polluant, c'était de leur offrir tout de suite les titres de transport. Et on conserve, parce qu'on n'a pas supprimé le car, malgré ce qu'on a dit, ils conservent leur car, mais pour aller ailleurs. En fait, il y a plein d'autres lieux de sortie en Île-de-France. Donc, en tout cas, quand on se déplace à Paris, c'est en transport en commun pour des raisons pratiques. Oui, mais on n'a pas supprimé le car. Très bien, c'est noté. Alors, merci, Monsieur Grébert, pour cet échange instructif et nous avoir accordé aussi cette interview. On l'a entendu, donc l'éducation au Blanc-Ménil est un chantier vivant, ambitieux, qui touche à la fois les infrastructures, le numérique et le lien avec les familles. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts, sur la chaîne YouTube du Blanc-Ménil ou encore sur le site internet de la ville. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à nous laisser aussi un commentaire si le contenu vous a plu. À bientôt et prenez soin de vous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Dit Thierry, le podcast. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts et sur les réseaux sociaux.